Bonsoir à tous. Alors, mon objectif, là, pendant les 15 prochaines minutes, ça va être de vous expliquer un petit peu tout ce qui concerne le projet Ampli, qui concerne l'amplification d'énantiosélectivité en organocatalyse. Donc, j'imagine que parmi ces mots-là, il y a peut-être amplification qui doit vous dire quelque chose. Et encore. Bon. Alors, par contre, avant de commencer, il va falloir que vous compreniez un concept qui est très important, qui est le concept de la chiralité. Alors, le concept de la chiralité, c'est la propriété d'un objet à ne pas être superposable à son image dans un miroir. Alors, chiralité, ça vient de chiros, c'est la main, et en fait, nos deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et en fait, on ne peut pas les superposer. Si on essaye de superposer nos deux mains, en fait, ce qui se passe, c'est que nos ongles ne sont pas sur la même face. Si on essaye de superposer avec les ongles aux endroits, le problème, c'est qu'on va avoir nos annulaires, nos auriculaires avec les pouces qui vont superposer. Donc, ça ne va pas aller. Donc, en gros, les choses se divisent, le monde se divise en objets chiro et objets non chiro. Donc, si c'est chiral, c'est non superposable. Et si c'est chiral, si ce n'est pas chiral, c'est superposable. Et j'ai pris l'objet, un autre objet qui est classiquement, que je peux rencontrer dans mon laboratoire, qui est un tube à essai. Donc si je fais l'image dans le miroir de mon tube à essai, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement la même chose, c'est un tube à essai, et je peux les superposer. Quand j'entends superposer, en fait c'est confondre. D'accord ? Ça devient le même objet. Donc en gros, ici j'ai un objet qui est superposable, et mes mains ne sont pas superposables. Alors, en bon enseignant-chercheur, je vais tout de suite vérifier si vous avez compris ce concept. Et donc, c'est pour ça que vous avez les petits papiers. Et donc, en vert, vous allez avoir les objets chiro et en rose, les objets qui ne sont pas chiro. Je rappelle les règles. Chiral, non superposable, à son image dans un miroir. Pas chiral, superposable. Ok, on commence avec un premier objet qui est une clé. Vous en avez certainement dans la poche. Est-ce que c'est un objet qui est chiral ? Est-ce qu'il y a plus de vert ? Est-ce qu'il y a plus de rose ? Alors, c'est les verts qui ont bon. C'est un objet qui est chiral. Si je fais l'image dans un miroir d'une clé, en fait, je ne vais pas pouvoir la superposer. Ce qui va se passer, c'est que la rainure qui est sur une face, si je retourne la clé qui est l'image, elle ne sera pas sur la même face. D'accord ? Donc ça, c'est un objet qui est chiral, et ça veut dire aussi que la serrure qui correspond est aussi un objet chiral. Donc cette clé rentre dans une serrure, mais cette clé ne rentrera pas dans la première serrure. Elle rentrera dans l'image de la serrure. D'accord ? Cette histoire de modèle serrure-clé, c'est très important, on va en reparler par la suite. Alors, autre objet. Une coquille d'escargot. Est-ce que c'est un objet qui est chiral ? Ah, il y a des gens qui hésitent quand même. Ils ne le lèvent pas très haut. Il faut s'affirmer. D'accord ? Ah, il y a plus de vert là quand même. Donc effectivement, c'est un objet qui est chiral. Si je fais l'image dans un miroir de ma coquille d'escargot, eh bien ce n'est pas c'est pas le même objet. Donc c'est un autre objet, et ça, on dit, c'est les escargots qui sont dextres, et ça, c'est les sénestres. Il faut savoir qu'il y a 20 000 fois plus de dextres que de sénestres, et donc certainement dans la nature, des histoires de reproduction, les dextres doivent être avec les dextres, et les sénestres sont plus dilués en fait dans la nature. Alors, un autre objet, une tasse. Je suis venu avec ma tasse, qui me permet de boire mon breuvage préféré. Est-ce que c'est un objet chiral ? Est-ce que vous avez bien tous les deux papiers ? C'est bon ? C'est sûr ? Alors, je vois quand même une majorité de rose, et effectivement, si je fais l'image dans le miroir de ma tasse, c'est le même objet. Donc, j'essaye de les faire se superposer, j'y arrive. Si j'arrive à les confondre, c'est bon. D'accord ? Donc, ce n'est pas un objet chiral. C'est chaud comme concept. Donc, ce n'est pas chiral. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un A sur le côté? Est-ce que ça devient un objet chiral? Ah, vous êtes des bons étudiants quand même. Effectivement, ça devient un objet qui est chiral. Ici.
Donc je prends l'image dans un miroir, je n'arrive pas à les faire superposer. Si j'essaye de faire superposer les anses, ça va aller, mais je vais avoir un problème avec les A qui ne seront pas sur la même face. Si j'essaye de faire superposer les A, à ce moment-là, les anses ne seront pas au bon endroit. Ok. Alors, ce concept-là, qui est valable à un niveau macroscopique pour des objets, en fait, on peut le transposer aussi à des molécules. Et je suis venu avec mes petits modèles moléculaires pour vous symboliser en 3 dimensions ces 2 molécules qui sont en fait des acides aminés qu'on retrouve dans le vivant, qui sont des constituants de notre matière, à nous, et qui sont des molécules chirales. Et ces 2 images dans un miroir, on va appeler ça des énantiomères. Énantiomère, on a vu que dans le titre, il y avait énantiosélectivité. Donc, ça peut peut-être vouloir dire la sélectivité pour un énantiomère. D'accord ? Alors, ces 2 énantiomères, en fait, ils vont quasiment avoir toutes les mêmes propriétés physiques. Ils vont pas se distinguer par... Ils vont quasiment avoir toutes les mêmes propriétés physiques, sauf celles qui seront avec les interactions avec la lumière. Ils vont avoir le même point de fusion, même point d'ébullition, tout ça, mais les interactions avec la lumière, ça va être différent. C'est la seule chose qui nous permettra de les distinguer. En revanche, l'interaction de ces molécules dans un environnement chiral comme un organisme, donc les propriétés biologiques, vont être différentes. Ici, par exemple, vous avez 2 molécules qui sont le limonène, vous avez le R et le S, c'est ce qui nous permet de les distinguer, on leur donne un petit tag. Celle-ci, on la trouve dans les agrumes, et celles-ci, on va les trouver dans l'eucalyptus ou l'amande poivrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces molécules vont rentrer à l'intérieur de nos récepteurs, et nos récepteurs sont eux-mêmes faits avec des molécules chirales, donc ils vont être en capacité de distinguer 2 énantiomères. D'accord ? Et donc c'est là que le modèle serrure-clé intervient. Donc là, on a ici le R-limonène qui va arriver dans un récepteur qui va déclencher le stimuli orange à l'intérieur de notre nez. On va se dire, il y a de l'orange. Et puis l'autre limonène qui va rentrer ici dans notre nez, dans un autre récepteur, dans une autre serrure, et qui va déclencher le stimuli menthe poivrée. Alors ça c'est plutôt une illustration amusante, mais on peut aussi avoir des phénomènes avec des drogues, avec des médicaments. Le propranolol, par exemple, ici vous avez 2 énantiomères du propranolol. Et chacun des 2 énantiomères a des propriétés drastiquement différentes, puisque ici vous avez un énantiomère qui va être un contraceptif, et l'autre est un bêta-bloquant, donc utilisé plutôt en cardiologie. Alors vous imaginez bien que quand vous voulez utiliser un contraceptif, vous ne voulez pas un bêta-bloquant, ou quand vous voulez avoir un bêta-bloquant, vous ne voulez pas avoir un contraceptif. D'accord ? Donc, à moins qu'on se trompe, vous voulez des mélanges. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait les molécules les plus pures possibles, et c'est là que j'interviens. Et donc au laboratoire, il faut développer des réactions qui vont être capables de sélectionner les énantiomères. Donc des réactions qui sont capables de sélectionner des énantiomères, ça va être des réactions énantiosélectives. Donc si je pars ici avec mes 2 tasses A, ici, donc qui sont 2 énantiomères, donc qui sont des objets chiraux, et si je pars avec un mélange en même proportion des 2 énantiomères, et que j'utilise par exemple un catalyseur chiral, et je vais le symboliser par ma main, d'accord, juste une main, juste ma main droite, qui va pouvoir interagir avec, ici, une des 2 tasses. Alors le catalyseur, c'est quelque chose qui va accélérer la réaction et qui va aussi guider la réaction. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc il faut imaginer qu'il va y avoir une reconnaissance qui va être meilleure pour cette tasse-là que pour cette tasse-là. D'accord ? Donc dans l'idéal, j'ai uniquement une interaction avec cette tasse-là, ce qui va me permettre de transformer cette tasse-là en cette tasse B. Donc là, c'est ce que j'ai appelé A et B, c'est des fonctions chimiques comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les acides aminés. Donc à la fin de la réaction, j'ai consommé tout ce A et je me retrouve avec ce produit-là et ça qui n'a pas réagi. D'accord ? Je n'ai transformé qu'un seul des 2 énantiomères. Sauf que ça, c'est dans l'idéalité. Et ça, c'est le monde parfait, sauf que le catalyseur, il est un petit peu comme nous tous, il n'est pas parfait. Et donc, ça veut dire qu'il va pouvoir saisir
à la fois une tasse et il va quand même saisir un peu l'autre. Et donc vous vous souvenez que vous voulez juste un contraceptif ou juste un bêta-bloquant, vous voulez pas un mélange des deux. Donc il va falloir trouver un moyen pour essayer de faire en sorte qu'on ait que du bêta-bloquant ou que du contraceptif. Et c'est là donc qu'on a développé donc le projet d'amplification d'énantiosélectivité. Et au lieu de partir d'une tasse où il y a juste une seule fonction chimique, on part avec une tasse où il y a deux fonctions chimiques. C'est très simple comme concept. Donc mon catalyseur, qui est toujours avec une main, il va pouvoir transformer sélectivement, donc je pars toujours d'un mélange en même proportion des deux énantiomères, mais là avec deux fonctions. Mon catalyseur va pouvoir transformer une des fonctions A en B, et donc je vais me retrouver avec un mug AB, mais sélectivement celui du haut va être beaucoup plus majoritaire que celui du bas. Et donc cette réaction va faire un premier tri. Et si je peux faire encore une réaction, ça veut dire que je vais pouvoir faire un deuxième tri. Et deux tris, c'est mieux que un. Et donc, à la fin, idéalement, j'ai 50% de lui et 50% de ça qui n'a pas réagi. Donc, ici, en fait, en quoi ça, c'est un peu novateur, c'est que ici, on va avoir une partie AB qui va être sacrificielle, puisque mon catalyseur n'étant pas parfait, je vais quand même en former. Sauf que je vais le former en faible proportion. Il va être très dilué et la réaction d'après est lente, donc je ne vais pas aller jusqu'au BB qui va être ici. Donc, si on transpose ça à des molécules avec lesquelles on travaille plus classiquement, c'est des alcools, donc je travaille plus classiquement avec des alcools, pas que... D'accord. C'est des alcools chiro, et donc là il y a deux fonctions à alcool, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des réactions avec un catalyseur qui est lui-même chiral, un catalyseur qui est constitué uniquement de carbone, d'hydrogène, d'azote, de soufre, et voilà. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un organocatalyseur, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de métal, et donc ça, c'est pas mal d'un point de vue éco-compatibilité. Et on va utiliser un réactif qui va nous permettre de créer une nouvelle fonction chimique, donc la fonction chimique B, et cette fonction, c'est un ester. Et donc là, vous avez les trois produits qui sont ici formés. Alors là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on peut mettre dans une publication scientifique. Donc là, on se rapproche de l'idéalité, puisqu'on pourrait avoir 50%, on est à 41%, 41%, et là, c'est la partie sacrificielle. Donc là, ces trois fractions, c'est des choses qu'on va pouvoir séparer, puisque c'est des molécules qui sont différentes, à la différence des énantiomères qui ont vraiment des propriétés très proches. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qui est en rouge ici, c'est le rapport des énantiomères, et donc là, vous voyez qu'on monte à 98,2, ça veut dire qu'on a quasiment plus que de cette tasse avec l'anse de ce côté-là. Et là, ça veut dire ici plus de 99 pour 1, ça veut dire qu'on a quasiment, on est à la limite de la détection de l'autre énantiomère. Donc ici, on n'a que quasiment un seul énantiomère. Donc en fait, d'avoir deux procédés qui suivent comme ça, on va améliorer la transformation et la sélectivité. Alors, on utilise ça en synthèse, donc pour montrer que aussi ça a une utilité, on va l'appliquer en synthèse et ce qu'on a fait, c'est de préparer la cryptocariolactone qui est présente dans un produit, dans une plante, et donc qui est un produit naturel. Et donc on a fait une synthèse qui est l'une des plus efficaces à ce jour de ce produit naturel. Alors, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qui était l'amplification d'énantiosélectivité en organocatalyse. Donc en gros, je ne vais pas vous refaire un petit test. Ici, on va avoir plusieurs tris successifs, donc c'est ça qui va faire l'amplification. On va sélectionner un énantiomère, donc c'est là qu'on va avoir la production d'une seule des molécules chirales. Pour ça, on va utiliser des organocatalyseurs, donc des choses qui sont assez vertueuses. Et d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel dans ce domaine-là en 2021 en chimie, dans ce domaine. Alors, tout ce travail, c'est un travail en collectif. Et donc, il faut que je remercie aussi des gens. Alors, en chimie, on travaille en collectivité, et plus particulièrement donc les étudiants qui ont été impliqués dans ce projet-là. Donc, Jérémy, Prachand, Titouan, Shuyang, et mes collègues et néanmoins amis, ainsi que toute l'équipe stéréo dont je fais partie, et l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, ainsi que vous pour votre très gentille attention.